Alors pour revenir à la conférence Coulomb, je me souviens qu'au printemps 2023, le conseil du CFMS a classé Alain Pecker comme premier choix pour la conférence Coulomb de cette année 2024. Alors, il y avait une certaine émotion dans la salle, car Alain Pecker est à l'origine de cette conférence lorsqu'il était président du conseil du CFMS. Je me souviens également de mon soulagement lorsqu'il a accepté, car, je cite, « Cette conférence vise à être présentée par un scientifique issu d'un milieu professionnel ou universitaire dont les travaux ont apporté un développement majeur dans le domaine de la géotechnique, soit sous l'aspect théorique, soit sous l'aspect expérimental, soit par des réalisations exceptionnelles. » Je crois que tout est dit, et le choix du conseil du CFMS me semble particulièrement avisé. Alors, de façon plus formelle, Alain Pecker est diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées, où il a enseigné de nombreuses années. Il est à présent professeur honoraire de l'école. Il a ensuite obtenu un Master of Science de l'Université de Californie à Berkeley. Jusqu'en 2015, il a été PDG fondateur de Géodynamique et Structure. Dans ce cadre, il a été consultant pour de grands projets mondiaux de génie civil dans les zones sismiques, notamment le pont de Vasco de Gama à Lisbonne ou Rion-Antirion en Grèce. Il a également œuvré pour la conception et la construction de plusieurs centrales nucléaires en France et par le monde. À sa retraite, il reste particulièrement actif, notamment en devenant consultant indépendant, AP Consult. En 2024, il est président d'honneur de la FPS, membre du comité exécutif de l'Association européenne de génie parasismique, membre du comité de rédaction de l'Eurocode 8, président de la Commission française de normalisation parasismique, rendez-vous en 2028, membre de l'Académie nationale des technologies, mais également un membre assidu aux réunions de conseil du CFMS. Ses intérêts professionnels portent sur la dynamique des sols, la liquéfaction, l'interaction sol-structure et l'ingénierie des fondations. Ils sont en lien direct avec le thème qu'il va développer dans le cadre de cette conférence Coulomb, intitulée « Nouvelle approche pour le dimensionnement des traitements de sol avec des casiers de sol mixing ». Merci Alain, je vous laisse à présent la parole. Bien, merci Nicolas pour cette introduction, et puis merci également au conseil du CFMS qui m'a fait l'honneur de me choisir pour cette conférence Coulomb. Je suis très heureux de la faire. Alors, comme vous pouvez le voir, mes diapositives vont être en anglais, mais je vous rassure, je parlerai en français. Et vous avez pu voir également que j'ai enlevé du titre de la conférence le terme « nouvelle approche » parce que ça pouvait prêter à confusion. Comme vous le verrez, la méthode dont je vais parler là n'est pas essentiellement nouvelle, on verra des exemples. Ce qui est nouveau, c'est plutôt l'approche que je propose de mettre en œuvre pour dimensionner ce genre d'ouvrage. Alors pour qu'on soit bien clair, le type de renforcement de sol auquel on va s'intéresser ici, c'est ce qui est représenté sur cette diapositive, sur lequel vous voyez que le sol naturel en place est encagé dans des caissons. Alors, ces caissons, ils peuvent être faits en sol mixing, ça va être l'objet principal de la conférence, mais vous verrez également sur un exemple que je vous montrerai, on peut obtenir les mêmes effets en mettant un matériau différent, du jet grouting par exemple. Alors, sur cette base-là, quel va être le plan que je vais essayer de suivre? Bon, je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qui a motivé cette étude et quelques exemples de réalisation, c'est pour ça que ce n'est pas une technique tellement nouvelle. Après, on reviendra au comportement fondamental de ce type de renforcement par des grilles, par des caissons, on va dire caissons, puisque ça s'applique, encore une fois, que ce soit du sol mixing ou autre. On balayera rapidement les études précédentes qui ont été réalisées, puis on mettra en exergue les limitations de ces études, ce qui a motivé un petit peu le programme de recherche que je décrirai après, basé à la fois sur des essais expérimentaux en centrifugeuse et des analyses numériques. Et puis après, on abordera enfin le cœur du sujet, qui est l'évaluation de la liquéfaction, aussi bien en termes de capacité, de résistance du matériau, enfin du matériau encagé, et en termes de contraintes, de sollicitation. Et tout ça débouche sur une procédure de dimensionnement qui sert de base à ces nouveaux guides, enfin cette nouvelle méthode que je propose ici, et après on tirera quelques conclusions. Alors, le sol mixing, en fait, ce n'est pas une technique nouvelle, puisque si on regarde ce graphique qui est tiré d'un papier japonais, alors il n'est pas très clair, mais l'échelle démarre en 1977, se termine en 2000... J'arrive même pas à voir.
2010, mettons 2013, voilà, merci, on voit que le volume de matériaux traités par Soil Mixing, que ce soit en mer, c'est ce qui est derrière, ou à terre, on atteint des valeurs avoisinant les 80 millions de mètres cubes pendant cette période. D'accord ? Si on s'intéresse au Japon, alors pourquoi le Japon ? Parce que les Japonais ont été les précurseurs dans ce type d'études et de mise en œuvre de traitement de sol, en particulier avec le PHRI, le Port Research Harbor Institute, qui, dès les années 1970, a commencé à s'intéresser à ce type de technique. Eh bien, on a exactement la même tendance ici, que ce soit en nombre de projets, ce sont les barres verticales que vous voyez, ou en volume traité. Vous voyez que, alors là, il y a deux techniques qui sont représentées, une technique de mise en œuvre à sec, une technique de mise en œuvre humide, par voie humide. Mais vous voyez qu'on atteint encore les 80 millions de mètres cubes et que le nombre de projets dans les années 2000, si vous faites la somme des barres en traitement à sec et traitement humide, eh bien, on atteint pratiquement 600 projets par an. Donc, quelque chose d'extrêmement important. Bien, mais ce n'est pas ça la seule motivation, si vous voulez. Il est bien évident que puisqu'on va s'intéresser à des problèmes de liquéfaction, ce n'est pas parce qu'une technique est mise en œuvre partout dans le monde qu'elle est forcément efficace et efficiente pour notre problème. Alors, il se trouve que là aussi, on a la chance, alors je dis chance parce que ça dépend de quel côté de la barrière on se place, mais on a la chance d'avoir un retour d'expérience. Et le plus fameux de ces retours d'expérience, c'est le séisme dit de Kobe. En fait, son nom exact, c'est Yoko Kennombu, en 1995. Pendant ce séisme, il y a eu beaucoup de liquéfaction à Kobe, vous en avez certainement vu des photos. Et il y avait également un hôtel, qui est l'hôtel Oriental, qui est représenté ici, qui avait une particularité, il était fondé sur pieux, ce que vous voyez ici, mais la particularité, c'est que les pieux étaient enfermés, encagés, dans des caissons de Soil Mixing. Et le retour d'expérience que l'on a, c'est qu'après le séisme, l'hôtel s'est très bien comporté. Il n'y a pas eu de désordre majeur, il n'y a pas eu de liquéfaction, alors qu'à côté, dans les sols non traités, il y a eu une liquéfaction importante. Donc c'était un retour très positif qui fait qu'effectivement, ça justifiait tout ce qui va venir maintenant. Alors, le point de départ du projet, de la recherche que je vais vous montrer maintenant, c'était la préfecture de Fort-de-France, qui était réalisée par Soletanche-Bachy. Donc vous avez ici une vue du bâtiment de la préfecture. Et la particularité, c'est que cet ouvrage devait être construit sur un remblai hydraulique gagné sur la mer, d'épaisseur variable entre une dizaine et 15 mètres, mettons, pour faire simple, avec, donc, si l'épaisseur est variable, ça veut dire que le rocher sous-jacent présente une pente significative vers la mer. Compte tenu des conditions sismiques, qui, elles, sont fixées par la réglementation française, on est en zone 5 du territoire national, donc on a une sismicité caractérisée par une magnitude de 7,5 et une accélération au niveau du sol du rocher de 0,36 G. Eh bien, tout ça faisait que le risque qui était avéré, en fait, c'était d'avoir de la liquéfaction et un écoulement latéral de ce remblai vers la mer. Donc, la solution qui a été retenue, c'est la première fois qu'elle avait été retenue, en fait, c'est de faire une fondation sur des caissons de Soil Mixing. Donc, ces caissons que vous voyez là, je connais plus, j'ai plus en tête l'espacement, mais c'est quelques mètres, ont été répartis sous tout l'ouvrage. Réalisé, donc vous voyez avec une trancheuse ici, le procédé géomique qu'on verra tout à l'heure, et vous voyez la trace de ces caissons en surface. Alors là, la justification était relativement aisée. Pourquoi ? On ne s'intéressait pas vraiment à savoir s'il y avait ou non un risque de liquéfaction à l'intérieur des cellules. La raison étant que sur la grille de caissons ici, il y avait un remblai, et puis après, l'ouvrage était fondé superficiellement par le biais d'un radier. Et ce radier, par précaution, il avait été décidé de le dimensionner de façon qu'il puisse ponter entre les parois de Soil Mixing. Donc même s'il y avait eu liquéfaction à l'intérieur des caissons, donc tassement lors de la dissipation des pressions interstitielles, eh bien, ce n'était pas préjudiciable pour l'ouvrage, qui était capable, qui était autoportant. Et donc la justification était relativement simple à faire dans ce cas-là. Il fallait s'assurer que ce caisson que vous voyez ici était autostable sous l'effet des poussées du terrain liquéfié. Donc c'est relativement facile, vous évaluez les poussées, vous regardez le frottement, et tout ça marche bien. Deuxième exemple que je voudrais vous montrer,
Alors, ces deux projets, il se trouve que j'ai eu la chance d'être associé à ces deux projets. Le deuxième, c'est l'Anse du Portier à Monaco. Alors là, je fais référence, pour ceux qui ont assisté au webinaire du CFMS, à la présentation qui en avait été faite par Thibaut Périni, Fabien Borsellino et Madame Jourdraine en 2020. Donc l'Anse du Portier de Monaco, pour ceux qui ne savent pas, c'est un énorme terre-plein qui a été gagné sur la mer, ici. Alors ce terre-plein, il est réalisé à l'abri de caissons en béton qui ont été immergés. Et sous ces terrains-là, alors une deuxième photo du chantier ici, voilà tout ce qui a été gagné sur la mer ici. Sous ces terrains, alors je crois que c'est à peu près 15 hectares, hein, et puis il vient des tas d'immeubles au-dessus. Sous ces terrains, on rencontrait des terrains liquéfiables. Et pour ceux qui ont assisté à la conférence de Thibaut Périni et de ses co-auteurs, vous vous rappelez qu'il y a eu plein de méthodes de traitement mises en œuvre sur ce projet. Depuis des colonnes ballastées, de la vibrocompaction, des drains, alors je ne sais plus où ils sont, les drains ici. Mais ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est ce que vous voyez en hachuré ici, qui sont en fait des caissons qui ont été réalisés alors, par l'entreprise Trévi, mais à la différence de la préfecture de Fort-de-France, ce ne sont pas des caissons en sol mixing, mais ça a été fait en jet grouting. L'objectif étant de créer ces caissons que vous voyez ici par la technique des colonnes séquentes en jet grouting, mais en final, le principe de fonctionnement est exactement le même. Ce qui diffère, c'est le matériau qui a été utilisé pour réaliser le caisson, mais le principe de fonctionnement est exactement le même. Dernier exemple, alors qui est beaucoup plus récent, puisqu'il vous a été présenté le 11 juin à la réunion du CFMS, par de nouveau Soletange Bachy et Thierry Jeanmer, donc j'ai extrait ces photos de sa présentation, c'est le cas du port de Puerto Bolívar, en Équateur. Là encore, ce qui a été réalisé, c'est des caissons en sol mixing, réalisés avec cet appareil qu'on verra tout à l'heure sur une photo un peu mieux, la technique Geomix mise au point par Soletange. Et la zone qui a été traitée, que vous voyez en hachuré ici orange, ici, a été traitée par ces caissons de façon à permettre la construction ultérieure de ce quai sur pieux, de stabiliser donc la pente et également de prévenir le risque de liquéfaction. Alors il se trouve qu'on fait le lien un petit peu entre les deux exemples précédents. Toute cette partie-là a été faite effectivement avec du sol mixing, mais la partie est du projet qui est ici, du fait de la présence de blocs, il y a eu des difficultés d'exécution pour le faire en sol mixing et ça a été réalisé en jet grouting. Mais une fois de plus, l'objectif a été de réaliser ces caissons avec le même objectif que le sol mixing, à savoir stabiliser la pente et prévenir le risque de liquéfaction. Voilà les quelques exemples que je voulais vous montrer. Donc, on va maintenant se focaliser sur la technique sol mixing. Donc, il y a deux grandes techniques qui ont été mises au point essentiellement par Soletange. La première, que l'on appelle le Geomix, qui est en fait basée sur la technique de l'hydrophorèse avec deux paires de tambours rotatifs qui permettent de déstructurer le terrain et de le mélanger avec du ciment ou de la chaux. Ou bien la technique de la trancheuse que vous voyez ici. En fait, on fait des tranchées pour avoir des murs continus en sol mixing. Bien, alors, quel est l'avantage de ce genre de renforcement? Si je reviens à mon caisson ici, quand on analyse ne serait-ce que qualitativement le problème, en fait, l'objectif, c'est bien d'augmenter le confinement latéral du sol. Okay. L'augmentation de ce confinement latéral du sol, et je vais vous le montrer sur un exemple numérique, a pour effet de limiter les déformations de cisaillement à l'intérieur des caissons. Alors attention, je vais tout le temps parler de déformation et pas de contrainte. Okay, je vous expliquerai pourquoi après. Voilà juste une simulation numérique dans laquelle vous avez en abscisse le rapport du module du traitement, du sol mixing, ramené au module du sol. Donc typiquement, on va se trouver dans des zones de 10-15, mettons. Et vous avez en ordonnée la déformation moyenne induite à l'intérieur d'une cellule, déformation de cisaillement, normalisée par la déformation que l'on aurait s'il n'y avait pas de traitement. Donc vous voyez que très rapidement, si on se trouve dans cette zone-là, eh bien, on a une diminution de pratiquement la moitié, voire plus, de la déformation que l'on aurait en l'absence de traitement.
Alors pourquoi c'est si important de diminuer la déformation? Eh bien là, on va arriver vraiment au cœur du sujet, parce que le sol est un matériau non linéaire. Donc qui dit déformation de cisaillement va dire déformation volumique. Si je regarde sur un matériau sec, et vous voyez que ce n'est pas nouveau, hein, ce que je vous dis là, puisque le graphique qui est là date de 1971, a été établi par Silver et Seed, où ils ont montré qu'il y avait une corrélation entre la déformation de cisaillement cyclique et la déformation volumique sur un sable sec. Alors ces corrélations, bien sûr, elles dépendent de la densité du matériau, elles dépendent du nombre de cycles que vous faites, mais il y a vraiment une relation entre les deux. Si maintenant vous êtes sur un matériau saturé, ce qui va être notre cas, dans le cas où on va s'intéresser à des phénomènes de liquéfaction, eh bien, ce qui était déformation volumique va se traduire en pression interstitielle. Et le graphique de droite, qui est dû à Dobry et Abdoun, montre, en fonction de la déformation de cisaillement cyclique, l'augmentation de pression interstitielle par le biais du coefficient RU, hein, qui est l'augmentation de pression divisée par la contrainte verticale effective. Et donc vous voyez qu'en fonction du nombre de cycles, on a bien une relation entre déformation de cisaillement et pression interstitielle, comme on l'avait avec la déformation volumique. Bon, ça c'est un peu un autre graphique qui est aussi lié à Dobry. Alors pourquoi je le montre? Parce que Ricardo Dobry s'est intéressé à ces phénomènes-là dans les années 80. Mais malheureusement, dans la profession, il n'a pas été complètement suivi, puisque vous le verrez tout à l'heure, les gens continuent à raisonner en contrainte plutôt qu'en déformation. Et donc, vous voyez, c'est le même graphique, hein, l'amplitude de la déformation de cisaillement, le terme de pression interstitielle. Et donc, l'augmentation de la rigidité du matériau traité a pour effet de diminuer la contrainte de cisaillement et donc de diminuer la pression interstitielle. Donc ça, c'est l'effet majeur du traitement par des casiers. L'autre intérêt, c'est qu'on confère au terrain une résistance aux déformations latérales et verticales, bien entendu. En particulier, si on se revient au cas de la préfecture de Fort-de-France, en ayant un système de casier comme ça, on peut s'affranchir du problème d'écoulement latéral, bon, à condition de dimensionner les casiers pour qu'ils le reprennent. Et le dernier point, qui n'est pas secondaire, lorsque vous avez ces caissons, ça crée des barrières étanches dans le terrain. Et donc, même si vous avez une augmentation de pression interstitielle dans un coin, on imagine, quand on étudie la liquéfaction, que c'est toujours uniforme. D'ailleurs, on l'étudie en 1D, on imagine que c'est tout le terrain uniformément. C'est pas vrai. Vous allez avoir liquéfaction à un endroit et puis pas de liquéfaction là. Mais ça veut dire quoi? C'est que les pressions interstitielles qui se sont développées à un endroit, après le séisme, il va falloir qu'elles se dissipent. Et donc, il va y avoir une migration de l'eau et des pressions interstitielles, bon, vers la surface cible si elle n'est pas trop loin, mais vers les zones où la pression est plus faible. Et donc, sous l'effet de cette migration, on peut très bien générer des surpressions interstitielles, voire la liquéfaction, dans une zone où il n'y avait pas eu liquéfaction pendant le séisme. Avec ce système de parois latérales, on évite justement la migration des surpressions interstitielles de l'extérieur de la zone traitée vers la zone traitée. Ce qui n'est pas le cas avec des colonnes isolées, par exemple, puisqu'il y a un contournement possible. Bien, alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas un système nouveau, mais il a été étudié relativement récemment. Alors, les hypothèses communément admises pour étudier ce genre de phénomène, c'est d'admettre, enfin de poser comme principe, et on verra que ce n'est pas juste, que les grilles ou les caissons travaillent en cisaillement pur. Et deuxième hypothèse très forte, c'est d'admettre qu'il y a compatibilité des déformations entre les parois de sol mixing et le sol encagé. Ça, c'est l'hypothèse qui est connue et qui a été utilisée pour les colonnes ballastées par Bèze et Martin, très connue, et qui a été appliquée au début des études de ce type de renforcement. Mais, en fait, on sait que ce n'est pas vrai. Et il y a eu des études récentes. Alors, d'abord, O'Rourke et Go, dans les années 97, ont montré qu'en fait, alors sur la base d'analyse numérique, que la déformation d'un caisson n'est pas du cisaillement pur, qu'il y a une flexion des parois ici, face à la sollicitation, qui va effectivement modifier la répartition des déformations à l'intérieur du caisson. Et puis, il y a eu des études alors, beaucoup plus récentes, de 2013, alors, une qui a été faite aux États-Unis par Nguyen et ses co-auteurs, sur la base de modélisation numérique, éléments finis,
Et une deuxième, qui est une thèse qui a été faite à l'École des Ponts, d'ailleurs, par Maxime Guéguin, sous la direction de Patrick Debuan, qui, lui, a travaillé sous des formulations purement analytiques. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Tous les deux convergent vers la même constatation, c'est qu'effectivement, il n'y a pas homogénéité des déformations. Autrement dit, on n'a pas ce schéma de déformation ici, où il y a la même déformation dans le sol mixing et dans le terrain encagé. Il y a une différence entre les deux. Et ce qu'a montré, alors ce que je vous montre là, c'est un graphique qui est dû à Maxime Guéguin. Donc, qu'est-ce qui est représenté? Donc, ici, c'est pour un rapport de 10 entre le module du traitement et le module du sol. Okay, en abscisse, c'est le taux de remplacement. D'accord? Donc, typiquement, on travaille dans des zones de 15%. Et les courbes que vous voyez là, c'est le rapport du module du sol homogénéisé. D'accord? Je remplace l'ensemble sol mixing plus sol par un milieu équivalent. Donc CGL, il a ce module de cisaillement, ramené au module du sol. Bien, vous voyez que pour des taux de... Alors, après, Maxime Guéguin a conduit ses analyses analytiques pour différents types de renforcement. Donc ici, c'est une paroi unique, mais orientée perpendiculairement à la sollicitation. Ça, c'est une colonne isolée, typiquement ce qu'on aurait avec soit des colonnes de sol mixing, soit des colonnes ballastées. Et puis, ce qui va nous intéresser, celle-ci, avec des tranchées croisées, de façon à créer un caisson. D'accord ? Ici, c'est un peu théorique. Alors, celui-ci et celui-ci, dans le cadre sismique, c'est vraiment théorique, parce que le séisme, il n'a pas une direction, il vient dans les deux directions. Donc, moi, je vais m'intéresser à celle-ci, où vous avez les tranchées croisées. Bien, vous voyez que pour les taux de remplacement usuels, alors qu'avec des systèmes de colonnes uniques, on va peut-être majorer le module équivalent de l'ordre de 15-20%. Dans le cas des tranchées ici, on va aller jusqu'à une majoration, on va doubler quasiment le module équivalent. Et qui dit doubler le module, dit diminuer la déformation également. D'accord ? Alors, les travaux de Nguyen, j'en dis juste deux mots, je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, ça a été fait sur la base de calculs éléments finis. Donc, les deux graphiques qui sont représentés ici, ça c'est le mauvais et ça c'est le bon. Le mauvais, alors ce qu'a fait Nguyen, il a comparé la contrainte, alors à mon avis, première erreur, ce n'est pas la contrainte qu'il faut comparer, mais il a comparé la contrainte générée à l'intérieur du caisson à la contrainte que l'on aurait en champ libre. Okay ? Donc il a cette magnifique formule dans laquelle vous voyez apparaître GR, c'est le rapport du module du sol, enfin le module du traitement au module du sol. AR, alors c'est ce que j'ai appelé état, moi c'est le taux de remplacement, puis il y a deux coefficients empiriques qui sont ici, qu'il a déterminés à partir de ses analyses numériques. Alors pourquoi il a introduit ces deux coefficients? Parce que s'il faisait l'hypothèse de déformation homogène entre le sol mixing et le sol en place, eh bien les courbes qu'il obtenait sont les courbes continues que vous avez ici pour différentes valeurs du rapport GR. Okay ? Et ces analyses numériques, ce sont les symboles que vous voyez en bleu, rouge et noir. Donc, l'hypothèse de compatibilité des déformations ne permettait pas de rendre compte des analyses. Donc c'est pour ça qu'il a introduit ces coefficients un peu empiriques, qu'il a calés de façon à obtenir les courbes que vous voyez à gauche avec une bonne concordance entre la solution analytique et les résultats des analyses numériques. Okay ? Maxime Guéguin, lui, a pris une approche plus fondamentale, puisqu'il s'est intéressé à la réduction de la contrainte, vous voyez, je me fais avoir, de la déformation de cisaillement à l'intérieur du caisson par rapport à la déformation de cisaillement en champ libre. Et ce qui est représenté ici, donc c'est en fonction du taux de remplacement, ce qui était AR sur la diapo précédente, pour un rapport de module du traitement au module de sol de 10, mais on peut le faire pour toutes les... ça reste valable pour d'autres, enfin, il faut recalculer les courbes pour d'autres valeurs de ce rapport, mais la tendance reste la même. Eh bien, vous voyez que dans le cas des colonnes isolées, il n'y a pratiquement pas d'effet. Autrement dit, le fait d'avoir mis des colonnes isolées n'a pas du tout, ou très peu, altéré la déformation de cisaillement, voire même légèrement augmenté celle-ci. Les tranchées croisées, vous voyez que toujours lorsque l'on est dans des taux de remplacement de l'ordre de 15 à 20%, vous voyez qu'on a une diminution de 30 à 40% de la déformation de cisaillement par rapport à celle que l'on aurait en l'absence de traitement. Et la courbe qui est en noir, c'est celle qui serait calculée sous l'hypothèse de compatibilité des déformations dont on vient de dire beaucoup de bien. D'accord ? Bien. Alors, vous me direz pourquoi lancer une étude, puisqu'on a tout là. Alors,
Pour plusieurs raisons. C'est que quand on essaye de comparer les résultats de Guéguen ou les résultats de Nguyen en termes de réduction du risque de liquéfaction, eh bien, les courbes de Guéguen sont celles qui sont en rouge. Non, pardon, celles de Nguyen sont en rouge, celles de Guéguen sont en bleu, et sont tracées pour les mêmes rapports de modules entre le sol mixing et le sol en place. Mais vous voyez qu'on a quand même des écarts importants qui interrogent un petit peu. Okay. Si on regarde maintenant comment font les gens, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas une technique nouvelle, comment faisaient les gens jusqu'aux années 93, où il y avait, 2013, pardon, où il y avait ces travaux de Guéguen et de Nguyen. Alors il y a j'ai trouvé moi des guides, disons, de conception. Un qui est dans la Federal Highway Administration, la FHWA, pour l'Amérique du Nord, où en fait, je ne sais pas très bien comment on fait. J'ai recopié ce qui est marqué, mais je ne sais pas très bien comment on fait, puisqu'on part d'une base de données dans laquelle on connaît, en fonction du schéma de traitement, on connaît la variation de pression interstitielle. Donc on a cette base de données. Encore une fois, je ne sais pas comment elle est constituée. La deuxième étape, c'est de calculer la déformation en champ libre. Et puis, eh bien, d'utiliser les résultats de la base de données pour transformer cette augmentation de pression en champ libre pour avoir l'augmentation de pression dans le sol en place. La démarche, conceptuellement, elle est très bonne, mais encore une fois, je ne sais pas, il n'y a pas de détails sur comment on établit la base de données. Les deuxièmes guides, je dirais, de conception qui existent, ils sont relativement rudimentaires. Ils sont dus aux Japonais, Kitazume et Terashi, où vous voyez qu'en fait, le seul paramètre qui intervient, c'est le rapport, l'élancement, si vous voulez, d'un caisson. Donc, ce qui est représenté ici, c'est l'élancement d'un caisson. Ici, c'est l'augmentation de pression interstitielle. Donc, ils ont tracé une courbe qui est là. Ce qui est étonnant sur cette courbe, on ne voit pas du tout apparaître le niveau de sollicitation, par exemple. Et puis, on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres paramètres qui vont intervenir là-dedans. Alors, ça a été un petit peu raffiné ici, où c'est un petit peu la même idée, toujours en fonction de l'élancement du caisson, ici. Vous voyez apparaître ici, ce que vous avez ici, c'est... j'arrive pas à lire. C'est toujours l'augmentation de pression interstitielle. Et les points en blanc, c'est les points qui ne se sont pas... Non, c'est l'accélération. C'est l'accélération maximale. OK ? Oui. Ouais. Je suis désolé, mais c'est trop petit sur mon écran, je n'arrive pas à voir. Et donc, ils ont séparé les zones qui s'étaient liquéfiées, pas liquéfiées. Donc là, on voit quand même apparaître le niveau d'accélération. Mais le seul paramètre du système, c'est en fait l'élancement du caisson. Bien. Ce qui fait que tout ça, ça a justifié ce programme de recherche sur la base d'essais expérimentaux et d'essais numériques qui a été initié, donc avec pour objectif, encore une fois, d'établir des guides de prédimensionnement. Attention, ce ne sont pas des guides d'exécution, hein, c'est pour permettre un prédimensionnement rapide des traitements par grille de sol mixing. Alors, ce projet de recherche, il a été financé par la Fédération nationale des travaux publics et Soletange Bachy. Et il a été mené sur la base d'essais en centrifugeuses qui ont été conduits à l'Institut Gustave Eiffel, ex-ISTAR, et d'analyse numérique non linéaire, parce qu'on a dit tout à l'heure, on a pointé le fait que le sol était non linéaire. Si on veut des déformations volumiques sous un effet de cisaillement, il faut prendre en compte les non-linéarités. Alors pourquoi des analyses numériques non linéaires? Vous verrez tout à l'heure ce qu'il en est. Les essais en centrifugeuse, ils ont été réalisés à ISTAR. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, ça c'est la centrifugeuse. Vous avez une table vibrante qui est ici et dans laquelle est posée ici ce caisson, enfin cette boîte ici qu'on appelle un Equivalent Shear Beam Box, qui en fait théoriquement reproduit le mouvement du champ libre. Il est rempli de sable et théoriquement on reproduit le mouvement du champ libre. Donc ceci est rempli du matériau et du traitement, comme on le verra tout à l'heure. C'est placé sur le shaker. Tout ça, c'est envoyé dans la centrifugeuse et centrifugé à des vitesses, vous le verrez, de trentaine de G à peu près dans le cas présent. Alors la configuration qui a été testée, c'est celle-ci. On avait 6 casiers de sol mixing ici. En bordure ici, entre le bord extérieur des casiers et l'ESB, le conteneur ESB, on avait du sol non traité. Et pour éviter le frottement, il y avait des plaques de téflon qui ont été interposées entre les parois latérales des caissons et les parois du conteneur. Okay ?
Tout ça a été fortement instrumenté. Vous avez des accéléromètres, qui sont les flèches, vous avez des capteurs de pression interstitielle, et vous avez également des Bender Elements pour connaître les caractéristiques élastiques du matériau. Okay. Donc voilà la configuration qui a été faite. Il y a eu beaucoup de configurations qui ont été testées dans ces essais. D'abord en champ libre, parce qu'il nous fallait la référence du champ libre, et puis avec la grille que je viens de vous montrer de sol mixing. Ces grilles, elles étaient faites avec des résines plastiques qui avaient un module de cisaillement de 1 à 2 MPa. Ça a été choisi, bien sûr, pour respecter autant que possible les lois de similitude entre la réalité et la centrifugeuse. Le sable utilisé, c'était du sable de Fontainebleau. Pourquoi? Parce qu'on connaît bien ses caractéristiques, à une densité relative de l'ordre de 55 à 60%. Il y a eu 2 vitesses de centrifugation qui ont été essayées, 32G et 48G. Pourquoi? Tout simplement du fait des lois de similitude. Lorsque vous testez à 32G, c'est comme si vous aviez des caissons de 4 mètres par 4 mètres. Si vous testez à 48G, vous avez des caissons de 6 mètres par 6 mètres. Donc ça permettait de tester 2 configurations avec le même modèle structurel. Okay. Les sollicitations étaient constituées de cycles sinusoïdaux à des amplitudes de 0,05 jusqu'à 0,3G et également de 2 accélérogrammes réels, ceux de Landers et de Northridge, calés à 0,05G et 0,2G. Ça, je parle de niveau d'accélération au niveau de la base du sol mixing. Okay. Alors, les conclusions de ces essais. Et là, c'était un petit peu une déception, parce que on imagine toujours, quand on ne fait pas d'expérience, comme c'est mon cas, qu'on ne voit pas pourquoi les expériences, ça ne marche pas. Eh bien, ça ne marche pas toujours, et au moins pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Et je dois dire que Sandra Escoffier, donc de Gustave Eiffel, qui était en charge des essais, a fait des efforts énormes pour essayer de voir d'où venaient les problèmes. Alors, ce que l'on a pu identifier, c'est qu'en fait, le container ESB crée des effets de bord. C'est-à-dire que le sol qui est ici, en fait, le container ESB excitait ce sol-là, qui lui-même excitait les caissons. Et donc, ça perturbait complètement les mesures qu'on voulait faire. Par ailleurs, les caissons de sol mixing, au moins dans les premiers essais, étaient simplement posés sur le fond. Ce qui faisait que ces mouvements du sol à l'extérieur entraînaient des mouvements de rotation des caissons. Ce qui ne peut pas se produire dans la réalité. Vous avez vu les dimensions du projet de Fort-de-France. Avec les lancements des caissons dans la réalité, ces mouvements de rotation ne peuvent pas se produire. Enfin, et ça c'est lié à l'utilisation du matériau de résine, le contact entre les parois de sol mixing et le sol était plutôt, je dirais, un contact sans frottement. Ce qui n'est pas la réalité non plus. Quand vous allez mixer le ciment avec le sol, vous allez avoir une adhérence quasi parfaite. Okay. Bien. Et puis d'autres petits phénomènes. Donc tout ça fait que malheureusement, on n'a pas pu utiliser les essais directement pour valider complètement le concept. Okay. Néanmoins, tout n'est pas négatif, heureusement, et vous verrez tout à l'heure qu'on a utilisé certains des essais, ceux dans lesquels on était le plus confiant, pour valider les modèles de calcul qu'on en a mis en œuvre. Et c'est pour la raison pour laquelle on a fait des modèles numériques derrière. C'était justement pour tester des tas de configurations que l'on n'a pas pu tester en centrifugeuse. D'abord pour un problème de coût, et puis ensuite pour les difficultés que je viens de mentionner. Bien. Alors maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, on va passer au cœur du sujet, qui est l'évaluation du risque de liquéfaction en présence de traitement à base de sol mixing. Alors, vous savez tous qu'il y a une approche qui est uniformément utilisée, qui d'ailleurs figure dans l'Eurocode, il ne faut pas se le cacher. C'est celle qu'on connaît, plus ancienne, qui date des années 97, NCER, le rapport NCER. Plus récemment, c'est ce qui est dans la nouvelle version de l'Eurocode 8, partie 5, Idriss Boulanger. Alors, cette approche consiste à évaluer la contrainte induite dans le sol, ce qu'on appelle le cyclic stress ratio. En fait, c'est la contrainte induite normalisée par la contrainte verticale effective, mais c'est bien la contrainte induite. D'évaluer la résistance, le cyclic resistance ratio, c'est pareil, c'est la résistance à la liquéfaction normalisée par la contrainte verticale effective, et puis à comparer les deux pour définir un coefficient de sécurité. Alors ça, c'est une approche que les ingénieurs adorent, parce que les ingénieurs, ils sont formatés à raisonner avec des efforts, des contraintes, etc., des coefficients de sécurité. Le problème, c'est que pour un séisme, ce ne sont pas des efforts imposés. Un séisme, ce sont des déplacements ou des déformations imposées. Et donc, cette approche, déjà, elle pêche un petit peu à ce niveau-là.
Mais elle pêche, et là j'ai mis un gros sens interdit, à mon avis, elle ne devrait pas être utilisée pour les raisons suivantes. La valeur de CSR et les valeurs de CRR ont été obtenues à partir d'analyses simplifiées. On va y revenir tout à l'heure. Ces analyses simplifiées font l'hypothèse que le profil de sol est stratifié horizontalement, mais horizontalement homogène. Et ça, dès que vous avez mis les questions de sol mixing, ça n'est plus vrai. Les ondes qui vont arriver vont être réfléchies, diffractées par les parois, et donc on est très loin de la configuration sol homogène. Donc utiliser le CRR qui est établi par des observations expérimentales, mais sous l'hypothèse de propagation dans un milieu horizontalement homogène, est complètement, enfin, à mon avis, pas correct. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'approche de Nguyen ne me semble pas correcte. Alors vous me direz, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va revenir aux fondamentaux. On va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va dire, eh bien non, le problème, c'est un problème de déformation. D'accord? Et donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire la même chose. On va essayer de calculer la déformation induite, que je note, donc je la noterai désormais entre crochets, le gamma S, c'est la déformation de cisaillement induite moyenne dans la cellule. Je dis moyenne parce que vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas complètement homogène, même à l'intérieur de la cellule, bon, mais on peut la moyenner sans problème. Donc ça va être l'objet des analyses numériques. Okay? Et puis, la deuxième étape, il faut bien mettre en face de ça un seuil, un critère. Et donc, il va falloir déterminer la valeur de la déformation de cisaillement qui provoque la liquéfaction. Et là, on va revenir sur les travaux de Daubry des années 80, qui avait dit depuis le début, mais c'est la déformation qui compte. Et c'est l'approche qu'on propose ici, qui va faire l'objet de la suite de la présentation. Alors, encore une fois, je redis, indépendamment du fait que la méthode en approche contrainte n'est pas applicable, Daubry a dit, et il a redit encore en 2015, que ce qui compte, c'est vraiment la déformation. Et il a montré que ici, vous avez donc ce que vous avez à gauche, c'est la contrainte, le CSR. Ici, c'est le RU. Donc, pour différents matériaux, différents essais en centrifugeuse, des essais en place, etc. Et les mêmes essais, lorsqu'ils l'expriment en termes de déformation, ben vous voyez qu'on obtient une corrélation. Il y a vraiment une corrélation entre déformation de cisaillement et pression interstitielle, alors que ben ici, vous dites ce que vous voulez. OK ? Bien, alors là, qu'est-ce que propose de faire Daubry pour calculer le gamma SL? Alors, il a fait ce travail pour des séismes de magnitude 7,5 uniquement. Donc, je vais vous décrire rapidement la démarche sans rentrer dans le détail des calculs. Donc, vous avez ici une courbe, qui est la courbe de résistance à la liquéfaction telle que vous la connaissez, qui est dans le NCER ou dans Idriss Boulanger. Donc, il a choisi d'utiliser la vitesse des ondes de cisaillement, mais on peut faire la même chose avec le SPT ou le CPT, hein. Pas de problème. Donc ça, c'est une courbe qui résulte en fait d'observations. C'est la résistance à la liquéfaction telle qu'elle résulte des observations post-séisme. Okay? Donc, si je m'intéresse au point A qui est sur la courbe, ben, par définition, le point A, c'est un point dans lequel la contrainte induite est égale à la résistance. Autrement dit, au point A, CSR est égal à CRR. Jusque-là, tout va bien. Le CSR, par définition, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la contrainte de cisaillement divisée par sigma prime V0. La contrainte, ben, c'est G gamma, ça c'est pas compliqué, divisé par sigma prime V0. Bon, alors après, on va faire intervenir le G max, c'est-à-dire le module élastique, parce que le G dépend du niveau de déformation, du fait des non-linéarités. Donc je réécris, encore une fois, c'est du tripatouillage, hein. C'est gamma C, G max, G sur G max. Alors G sur G max pris pour la valeur de gamma C, divisé par sigma prime 0, puis après, ben, j'introduis Gmax égale ρ Vs carré, je normalise pour avoir le Vs1, rien d'extraordinaire. Donc, le CRSR s'exprime en fonction de la déformation par cette relation qui est ici. Le CRR, comme je viens de le dire, au point A, le CRR, c'est la même chose que le CSR. Donc, je vais avoir la même expression pour le CRR, à condition de remplacer gamma C par ce que je cherche, qui est la déformation gamma CL qui induit la liquéfaction. OK ? Alors, vous me direz, on n'a pas tout à fait fini parce qu'il eh ben, faut connaître ce G sur G max pour la valeur de gamma CL. Donc, là, on peut prendre des modèles, il en existe des tas. Bon, celui qu'a pris Daubry, c'est celui de Darandelli, qui est donné ici, mais on peut faire ça avec n'importe quel modèle qui vous donne la réduction du module G en fonction de la déformation. Et ayant cette expression-ci, ayant ceci, ben, un simple calcul itératif très simple permet de calculer gamma CL. D'accord ? Vous voyez la démarche ? Et Daubry a fait ça pour un séisme de magnitude 7,5.
Alors, quel est le résultat? Donc, eh bien, s'il le fait au point A, il a trouvé que la déformation valait 0,033%. La déformation au moment où la liquéfaction se produit. S'il le fait au point B, bien vous voyez que cette déformation est un peu plus élevée, elle est de l'ordre de 0,3 à 0,5%. Okay, mais plus intéressant encore, il a pris, cette fois dans la base de données qui a servi à établir cette courbe, il a repris tous les points un par un, avec leurs caractéristiques réelles. Et il a calculé pour tous ces points, comme vous voyez ici, la valeur de la déformation gamma CL. Et il s'est aperçu qu'entre les points qui s'étaient liquéfiés et les points qui ne s'étaient pas liquéfiés, eh bien, il y avait une courbe de séparation qu'il a tracée là. Et cette courbe de séparation, elle correspond à une déformation constante, enfin constante, hein, on s'entend, à peu près constante de 0,03%. Et donc, la conclusion de Dobry, c'est que pour un séisme de magnitude 7,5, pour peu qu'on reste dans ces gammes de déformation, c'est-à-dire, on le verra sur la diapo suivante, des matériaux quand même relativement lâches, eh bien, la déformation qui induit la liquéfaction est constante et vaut 0,03%. Ça, c'est le travail de Dobry qu'il a publié en 2015. Je suis reparti de cette idée-là. J'ai fait le même travail, cette fois, mais pour différentes magnitudes. Alors là, j'ai rien inventé, j'ai utilisé les fameux coefficients de magnitude MSF, j'ai repris des valeurs de VS compris entre 100 et 180, etc. Et en final, on aboutit à cette courbe. Alors, il faut regarder la courbe moyenne, si vous voulez. Hein. La courbe moyenne, donc on retrouve bien, en fonction de la magnitude, la valeur de la déformation qui induit la liquéfaction. Donc, si vous allez à 7,5, vous allez retrouver la valeur de Dobry à 0,03. Et donc, ce que je propose, c'est de calculer le gamma CL à partir de cette valeur-là, de cette expression-là, qui dépend uniquement de la magnitude. Et donc, gamma CL, maintenant, va jouer le rôle de mon CRR. Ça va caractériser la résistance. OK ? Bien, je vais accélérer un peu. Bon, la partie sollicitation induite, donc, comme je l'ai dit, ça résulte d'analyses numériques non linéaires avec un modèle 3D et élastoplastique, c'est le modèle de Prévost, qui est un modèle élastoplastique à écrouissage cinématique, etc. On a étudié une cellule, en faisant l'hypothèse que dans le projet réel, on avait un grand nombre de cellules, donc il y avait une certaine périodicité. Et on a validé, et c'est là où quand même les essais en centrifugeuses nous ont servi, on a validé ces analyses et les modèles de comportement par comparaison avec les résultats des essais. Et ensuite, on a conduit un grand nombre d'analyses non linéaires pour des séismes compris entre magnitude 6 et 7. Okay, et ce qui permet, en final, nous a permis de développer une relation qui relie la déformation moyenne à l'intérieur de la cellule à la déformation en champ libre. Alors, cette relation, on la verra tout à l'heure, elle fait intervenir les paramètres que vous voyez là. Alors, plus que ce que faisaient Kitazumi et Terrachi, c'est-à-dire qu'il y a le module du sol, il y a le module du traitement, il y a la largeur, il y a l'épaisseur, il y a le taux d'emplacement, il y a l'accélération, etc. etc. Okay, bon, je passe rapidement. Le modèle de Prévost, je ne vais pas le détailler ici. Donc, c'est un modèle élastoplastique classique. Vous avez des paramètres d'état, donc essentiellement la masse volumique. Vous avez des paramètres élastiques, le module G et le module B, et donc qui sont exprimés par ces expressions-là, puisqu'ils dépendent de la contrainte. D'accord ? Et puis, vous avez les paramètres plastiques, le C et le Φ, et les paramètres non linéaires. J'ai plus de pointeur, bon, c'est pas grave. Les paramètres non linéaires et les paramètres de dilatance. Alors, dans l'étude, pour ne pas multiplier les calculs à l'infini, on a considéré que les paramètres les plus significatifs, c'était le module G et le module B. Les autres paramètres ont été fixés à des valeurs caractéristiques d'un sable. Okay, comparaison entre le modèle avec les paramètres que je vous ai montrés et les essais en centrifugeuse. Donc j'ai pris ici le résultat d'un capteur. Alors vous noterez que sur la partie gauche, c'est la variation en fonction du temps, du déplacement. Et je n'ai pas pris l'accélération. Encore une fois, on s'intéresse à des problèmes de déplacement, de déformation. La variation en fonction du temps, donc en rouge, ça doit être le calcul, en noir, Merci. En rouge, ça doit être le calcul. Et en noir, ça doit être l'essai ou vice-versa, peu importe, je ne me souviens plus. Non, en noir, ça doit être les essais, oui, puisqu'on le voit ici. Et sur la partie droite, en fait, c'est la transformée de Fourier. Et donc, vous voyez, bon, rien n'est jamais parfait, mais que globalement, on avait quand même une validation à peu près satisfaisante du système. Alors,
Voilà. Donc, le modèle de calcul, en fait, on n'a pris qu'une demi-cellule par symétrie, puisqu'elle était sollicitée dans ce plan-là. Donc, il y a un plan de symétrie, donc une demi-cellule. Donc, vous avez ici le remblai. Donc, en rouge, ici, vous avez le sol mixing, le remblai, le matériau réputé liquéfiable, et puis le matériau en place. D'accord ? Et on s'est intéressé, vous le verrez tout à l'heure, à 3 profondeurs, mi-hauteur, près de la surface et près de la base. OK ? Les paramètres que l'on a fait varier, donc les paramètres qui rentrent en jeu dans l'analyse, ben vous avez ce qui est lié au sol, le module G1, B1, ben il était fixé également, ρS, la masse volumique, HS, c'est la hauteur de la colonne de sol, c'est-à-dire, non, il faut que je revienne là-dessus, c'est la hauteur de la colonne de sol, c'est-à-dire cette hauteur totale ici, d'accord ? Et puis, vous avez ensuite ce qui caractérise les tranchées, donc module, densité, enfin masse volumique, on a pris la même que le sol, peu de différence, la hauteur de traitement, la largeur, l'épaisseur, et puis bien sûr le résultat du calcul, ça va être la déformation moyenne à l'intérieur de la cellule. Et puis après, il y a ce qui caractérise la sollicitation, à savoir sa magnitude et l'accélération maximale. Accélération maximale, en fait, en surface. Les paramètres que l'on a fait varier, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement le module G du sol mixing. Alors c'est pour ça que je dis que là, je parle de sol mixing, puisque les valeurs qui sont données là, c'est pour du matériau sol mixing, qui m'ont été données par Sol Étanche, et le module G du sol. Après, les caractéristiques, vous voyez les espacements, épaisseur de cellules, et puis également les sollicitations par le biais de différents accélérogrammes à différentes magnitudes. Donc si vous regardez ici, il y a 11 paramètres, il y a 3 grandeurs fondamentales, la masse, la longueur et le temps. Donc merci M. Vachi-Buckingham, on connaît par le théorème de Vachi-Buckingham qu'il y a 8 paramètres adimensionnels qui vont caractériser le problème. Ces paramètres adimensionnels, ils n'ont pas été choisis complètement au hasard. On a essayé de prendre des paramètres qui avaient à peu près une signification physique que vous avez sur la partie droite. Donc vous avez le rapport des modules, ça on pouvait s'en douter. Vous avez l'élancement du caisson, vous avez le taux de remplacement, bon, des valeurs classiques, je veux dire. Donc vous avez ces 8 paramètres qui sont là. Okay ? Donc juste pour vous montrer un exemple, pour vous dire qu'effectivement à l'intérieur d'une cellule, la déformation n'est pas homogène. Donc suivant la verticale à laquelle je m'intéresse, ben, vous voyez que vous avez des valeurs qui peuvent varier. J'attire votre attention sur le fait que vers la base du caisson, qui est ici, on a une augmentation de la déformation par rapport à la déformation au champ libre. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, ça c'est juste une photographie des déformations maximales à une certaine profondeur. Bon, vous voyez qu'elles ne sont pas homogènes, les couleurs le montrent. Ce que l'on a fait, c'est, à chaque profondeur, on a fait la moyenne des valeurs maximales pour chaque calcul. Okay ? Et, en finale, on a pu établir la relation que vous voyez ici. Donc, cette relation, elle vous donne quoi ? Elle vous donne la déformation moyenne maximale de cisaillement dans la cellule en fonction de la déformation moyenne de cisaillement en champ libre. Et puis, en fonction des paramètres caractéristiques du système. Donc, vous avez le rapport des modules, vous avez le taux d'emplacement, vous avez l'élancement du traitement, vous avez la magnitude, vous avez quelque chose ici qui caractérise en fait la fréquence propre du sol, etc. Et tout ça a été calé alors numériquement avec des paramètres θ1, θ2, qui en fait sont des paramètres qui dépendent de la profondeur. Les paramètres θ1 à θ7 sont des paramètres qui ont été déterminés numériquement. Ils dépendent de la profondeur. Alors, on n'a pas voulu établir une relation de cet état avec la profondeur. En fait, on a pris des valeurs, comme vous avez vu, que ça varie à peu près linéairement avec la profondeur. On a pris des valeurs près de la surface, des valeurs dans la partie médiane et des valeurs en bas. Et ayant fait ça, bien sûr, on a essayé de comparer ce que donnait cette prédiction aux résultats des analyses. Donc, vous avez ici la valeur calculée, réellement dans le modèle élément fini. Vous avez la valeur prédite par l'équation extraordinaire que je vous ai montrée sur la diapositive précédente, et les différentes couleurs dépendent si vous êtes près de la surface ou près de la profondeur. Et donc, vous voyez qu'on avait finalement une bonne corrélation. Alors, on pourrait rajouter d'autres paramètres, on pourrait raffiner, mais on n'en est pas à ce point-là. Encore une fois, c'est un guide préliminaire, pour un dimensionnement préliminaire, et ça nous a paru suffisant. Et ça débouche sur quoi ? Sur ce diagramme ici, de cette procédure de dimensionnement que je propose. Donc vous avez les données d'entrée qui sont là, donc vous avez les données sismiques qui se caractérisent, qui vont permettre de calculer avec la relation que je vous ai donnée
Une fois que vous connaissez la magnitude, vous allez pouvoir calculer le gamma CL, la déformation qui donne le cisaillement. Et ça va vous permettre également, ces données sismiques, de faire une analyse de réponse de site pour avoir, ce qui nous intéresse ici, la déformation en champ libre. Alors la déformation en champ libre, bon, il vous faut bien sûr les données géotechniques pour ça, mais la déformation en champ libre, vous pouvez la calculer par un calcul de réponse de site, les calculs unidimensionnels dont tout le monde a l'habitude, fait avec des programmes Sheck ou autres, ou vous pouvez la calculer par la méthode NCER, parce que cette fois, elle est applicable. Okay. Une fois que vous avez la déformation en champ libre, que vous avez les caractéristiques du DSM, eh bien, vous allez pouvoir utiliser l'équation précédente pour calculer la déformation moyenne dans la cellule. Et puis, avec le gamma CL, vous allez vérifier, est-ce que je suis en dessous ou en dessus? Alors, si je suis avec un gamma S inférieur au gamma CL, j'ai gagné. Ça veut dire que je n'atteins pas la liquéfaction. Par contre, je pourrais être intéressé, je ne vais pas pouvoir donner un coefficient de sécurité, encore une fois, mais je peux être intéressé à connaître l'augmentation de pression interstitielle. Bon, on a des modèles découplés qui permettent d'obtenir la valeur du RU en fonction de la déformation maximale, du nombre de cycles, de la contrainte, etc. Si ce n'est pas le cas, eh bien, soit vous changez le dimensionnement, soit vous allez faire des analyses plus poussées, parce que ça reste quand même des analyses simplifiées, faites sous certaines hypothèses d'homogénéité, etc. Okay. Donc voilà la procédure à laquelle on aboutit, qui est quand même relativement simple, puisqu'encore une fois, tout ça, c'est des données. Ici, vous pouvez l'obtenir simplement, et puis après, vous n'avez plus qu'à faire une comparaison. Alors, modèle de pression interstitielle, j'en propose un. Vous pouvez vous référer à cet article de Cetin et Bilge en 2012, où ils ont balayé tous les modèles possibles. Donc, vous avez celui-là, vous avez le modèle plus ancien de Sid et Martin qui ont un peu plus de paramètres, mais ces modèles-là vous permettent, connaissant la déformation de cisaillement qui est là, voilà, la déformation de cisaillement qui est là, puis un certain nombre d'autres paramètres, le nombre de cycles, etc., vous permet de connaître la valeur d'augmentation de pression interstitielle. Et puis alors là, à vous de juger, est-ce que c'est acceptable ou pas. Encore une fois, on est dans une approche en déplacement ou en déformation. Donc les critères, ça va être de juger des tassements, des choses comme ça. Okay. Voilà. Eh bien, je termine avec les conclusions. Donc, la technique, j'espère que je vous ai convaincu, elle offre quand même des perspectives alléchantes. Elle est relativement simple à réaliser et relativement, d'un point de vue coût, relativement performante. Bon, cela, je laisserai les entreprises parler. Donc, sur la base d'un grand nombre d'essais dynamiques non linéaires et d'essais en centrifugeuse, on a pu obtenir une approche de dimensionnement qui est basée sur les déformations, qui, pour moi, est le paramètre fondamental. Ce qu'il faut réaliser, et c'est là où les ingénieurs vont se sentir frustrés, c'est qu'on ne va pas définir un coefficient de sécurité en finale. D'accord ? En fait, en finale, on va dire il y a ou il n'y a pas liquéfaction, et s'il n'y a pas liquéfaction, quelle est la valeur de pression interstitielle que je vais induire? Sachant que cette pression interstitielle, ultérieurement, ça va se traduire par des tassements lors de cette dissipation. Alors, j'attire votre attention sur quand même un point, c'est que les configurations qu'on a testées sont quand même des configurations simplifiées. Si vous prenez les exemples de Fort-de-France, ou si vous prenez les exemples de Monaco, etc., bien évidemment, le sol en place, il n'a pas la configuration simple d'une couche homogène reposant sur du sol non liquéfiable, etc. Donc ça peut amener à faire au cas par cas, et c'est ce qui a été fait sur Monaco. C'est-à-dire que l'entreprise Trevi, qui avait fait les caissons en jet grouting, en fait, a refait des analyses dynamiques pour calculer effectivement les paramètres importants. Donc ça peut nécessiter effectivement des analyses numériques plus poussées, à condition sur une configuration donnée. Alors je voudrais faire quand même un dernier commentaire ici. Contrairement au cas du sol non traité, si vous imaginez que vous avez une augmentation de pression interstitielle à l'intérieur d'une cellule, ce n'est pas forcément grave. Parce que, en fait, d'abord, les charges, par l'intermédiaire du matelas, parce qu'on met toujours un matelas, moi, ma recommandation, c'est toujours de mettre un matelas en tête des grilles de sol mixing, ça va redistribuer et reporter les charges sur les parois de sol mixing. Et à l'extrême limite, vous pouvez dimensionner votre fondation, votre radier, ce qui a été fait à Fort-de-France, de façon à ponter entre les parois. D'accord ? Et donc, par ailleurs, avec la méthode de renforcement qu'on a là, on n'a pas de risque de migration des pressions interstitielles de l'extérieur vers l'intérieur, qui peuvent avoir des effets néfastes à long terme.
Voilà, tiens, il y a une belle faute d'orthographe, ok. Donc là, je vous ai cité quelques références, donc vous allez retrouver ce que j'ai cité, à savoir... Alors, tout ça, c'est consigné dans un rapport qui a été établi pour le compte de la FNTP, avec de Soletange Bachy, mais vous avez les travaux de Kitozami et Tarachi, vous avez les travaux de Maxime Guéguin, Nguyen et Ricardo Debruy. Donc vous avez ces références, il y en a d'autres, mais ça, ce sont les références principales. Bon, je voudrais terminer simplement pour remercier un petit peu un certain nombre de gens. Alors, Soletange Bachy et la FNTP, d'abord parce qu'ils ont financé, mais pas que. Et je voudrais remercier Pierre Schmitt de Soletange, qui a été à l'origine, qui a motivé l'étude et qui a été l'initiateur de toute cette recherche. Thierry Jeanmer, Fabrice Mathieu et Jean-Michel Gentil. De même que pour la FNTP, Philippe Gotland et Jean-Paul Vogt. Alors pourquoi je les remercie pas uniquement sous l'aspect financier, c'est qu'on a eu des réunions périodiques pendant toute la durée du projet, et chacun a participé, a amené sa pierre et a permis d'avancer un petit peu là-dedans. Bon, l'Institut Gustave Eiffel, bien sûr, avec Sandra Escoffier, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui a fait les essais centrifugeuses, et j'allais dire qu'il s'est arraché les cheveux à comprendre ce qui se passait, mais qui a fait des gros efforts pour nous aider là-dessus. Et puis également des étudiants de l'école des Ponts qui ont fait leur PFE avec moi. Donc Marianne Bossu, c'est Madame Aiguier maintenant, mais bon, elle s'appelait Marianne Bossu, et Lucas Rocha-Botello, qui ont été un petit peu les petites mains qui ont permis de faire un petit peu du travail. Bon, et puis il manque quelqu'un ici que je voudrais remercier quand même, c'est mon ami Ricardo Debruy, bon, avec qui j'ai une très bonne relation et avec lequel on a échangé pendant toute la durée du projet. Ce qui permet de se conforter aussi un petit peu. Quand vous utilisez les méthodes de quelqu'un, ben c'est bien de se conforter, de savoir que vous n'avez pas dérapé. Voilà, ben je crois que j'en ai fini. Et donc, je vous remercie de votre attention.